Première veillée des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, Les maîtres sonneurs de George Sand. Première veillée. Je ne suis point né d'hier, disait, en 1828, le père Étienne. Je suis venu en ce monde, autant que je peux croire, l'année 54 ou 55 du siècle passé. Mais n'ayant pas grande souvenance de mes premiers ans, je ne vous parlerai de moi qu'à partir du temps de ma première communion, qui eut lieu en 70, à la paroisse de Saint-Chartier, pour lors desservie par monsieur l'abbé Montpérou, lequel est aujourd'hui bien sourd et bien cassé. Ce n'est pas que notre paroisse de Nohant fut supprimée dans ce temps-là, mais notre curé étant mort, il y eut, pour un bout de temps, réunion des deux églises, sous la conduite du prêtre de Saint-Chartier, et nous allions tous les jours à son catéchisme, moi, ma petite cousine, un gars appelé Joseph, qui demeurait dans la même maison que mon oncle, et une douzaine d'autres enfants de chez nous. Je dis mon oncle pour abréger, car il était mon grand-oncle, frère de ma grand-mère, et avait nom Brulet, d'où sa petite-fille, étant seule héritière de son lignage, était appelée Brulette, sans qu'on fît jamais mention de son nom de baptême, qui était Catherine. Et pour vous dire tout de suite les choses comme elles étaient, je me sentais déjà d'aimer Brulette plus que je n'y étais obligé comme cousin, et j'étais jaloux de ce que Joseph demeurait avec elle dans un petit logis distant d'une portée de fusil des dernières maisons du bourg, et du mien d'un quart de lieue de pays, de manière qu'il la voyait à toute heure, et qu'avant le temps qui nous rassembla au catéchisme, je ne la voyais pas tous les jours. Voici comment le grand-père à Brulette et la mère à Joseph demeuraient sous même chaume. La maison appartenait au vieux, et il en avait loué la plus petite moitié à cette femme veuve qui n'avait pas d'autre enfant. Elle s'appelait Marie Picot, et était encore mariable, car elle n'avait pas dépassé de grand-chose la trentaine, et se ressouvenait bien, dans son visage et dans sa taille, d'avoir été une très jolie femme. On la traitait encore, par-ci, par-là, de la belle Mariton, ce qui ne lui déplaisait point, car elle eût souhaité se rétablir en ménage. Mais n'ayant rien que son œil vif et son parler clair, elle s'estimait heureuse de ne pas payer gros pour sa locature, et d'avoir pour propriétaire et pour voisin un vieux homme juste et secourable, qui ne la tourmentait guère et l'assistait souvent. Le père Brulet et la veuve Picot, dite Mariton, vivaient ainsi en bonne estime l'un de l'autre depuis une douzaine d'années, c'est-à-dire depuis le jour où, la mère à Brulette étant morte en la mettant au monde, cette Mariton avait soigné et élevé l'enfant avec autant d'amour et d'égard que le sien propre. Joseph, qui avait 3 ans de plus que Brulette, s'était vu bercer dans la même crèche, et la pouponne avait été le premier fardeau qu'on eût confié à ses petits bras. Plus tard, le père Brulet, voyant sa voisine gênée d'avoir ses 2 enfants déjà force à surveiller, avait pris chez lui le garçon, si bien que la petite dormait auprès de la veuve et le petit auprès du vieux. Tous 4, d'ailleurs, mangeaient ensemble, la Mariton apprêtant les repas, gardant la maison et rhabillant les nippes, tandis que le vieux, qui était encore solide au travail, allait en journée et fournissait au plus gros de la dépense. Ce n'est pas qu'il fût bien riche et que le vivre fût bien conséquent, mais cette veuve aimable et de bon cœur lui faisait honnête compagnie, et Brulette la regardait si bien comme sa mère, que mon oncle s'était accoutumé à la regarder comme sa fille, ou tout au moins comme sa bru. Il n'y avait rien au monde de si gentil et de si mignon que la petite fille ainsi élevée par Mariton. Comme cette femme aimait la propreté et se tenait toujours aussi brave que son moyen le lui permettait, elle avait, de bonne heure, accoutumé Brulette à se tenir de même. Et, à l'âge où les enfants se traînent et se roulent volontiers comme de petits animaux, celle-ci était si sage, si ragoûtante et si coquette dans toute son habitude, que chacun la voulait embrasser. Mais déjà elle se montrait chiche de ses caresses, et ne se familiarisait qu'à bonnes enseignes. Quand elle eut 12 ans, c'était déjà comme une petite femme par moments, et, si elle s'oubliait à gaminer au catéchisme, emportée par la force de son jeune âge, elle se reprenait vitement, comme poussée au respect d'elle-même encore plus que de la religion. Je ne sais pas si nous aurions pu dire pourquoi, mais tous tant que nous étions de gars assez diversieux au catéchisme, nous sentions la différence qu'il y avait entre elle et les autres fillettes. Parmi nous, il faut bien vous confesser qu'il y en avait d'un peu grands. Mêmement, Joseph avait 15 ans et j'en avais 16, ce qui était une honte pour nous deux, au dire de monsieur le curé et de nos parents. Ce retard provenait de ce que Joseph était trop paresseux pour se mettre l'instruction dans la tête,
et moi trop bandit pour y donner attention. Si bien que, depuis 3 ans, nous étions renvoyés de classe, et, sans l'abbé Montpérou, qui se montra moins exigeant que notre vieux curé, je crois que nous y serions encore. Et puis, il est juste de confesser aussi que les garçonnets sont toujours plus jeunes en esprit que les fillettes. Aussi, dans toute bande d'apprentis chrétiens, on a vu de tout temps la différence des deux espèces, les mâles étant tous grands et forts déjà, et les femelles toutes petites et commençant à peine à porter coiffe. Au reste, nous arrivions là aussi savants les uns comme les autres, ne sachant point lire, écrire encore moins, et ne pouvant retenir que de la manière dont les petits des oiseaux apprennent à chanter, sans connaître ni plain chant, ni latin, et à fine force d'écouter de leurs oreilles. Tout de même, monsieur le curé connaissait bien, dans le troupeau, ceux qui avaient l'entendement plus subtil et qui mieux retenaient sa parole. De ces cervelles fines, la plus fine était la petite Brulette, Émile les filles, et des plus épaisses, la plus épaisse paraissait celle de Joseph, Émile les garçons. Encore qu'il ne raisonnât pas plus sottement qu'un autre, il était si peu capable d'écouter et de se payer des choses qu'il n'entendait guère, il marquait si peu de goût pour les enseignements, que je m'en étonnais, moi qui y mordais assez franchement quand je venais à bout de tenir mon corps tranquille et de rasseoir mes esprits grouillants. Brulette l'en grondait quelquefois, mais n'en tirait rien que des larmes de dépit. « Je n'en suis pas plus mécréant qu'un autre, disait-il, et je ne songe point à offenser Dieu. Mais les mots ne se mettent point en ordre dans ma souvenance, je n'y peux rien. » Si fait, disait la petite, qui, déjà, avait avec lui le ton et l'usage du commandement. Si tu voulais bien. Tu peux ce que tu veux, mais tu laisses courir ton idée sur toute autre chose, et monsieur l'abbé a bien raison de t'appeler Joseph le distrait. Qu'il m'appelle comme il voudra, répondait Joseph, c'est un mot que je n'entends point. Mais nous l'entendions bien, nous autres, et l'expliquions en notre langage d'enfant, en l'appelant José l'Ébervigé, d'où le nom lui resta, à son grand déplaisir. Joseph était un enfant triste, d'une chétive corporence et d'un caractère tourné en dedans. Il ne quittait jamais Brulette et lui était fort soumis. Elle le disait, nonobstant, têtu comme un mouton, et le réprimandait à chaque moment. Mais encore qu'elle ne me fît pas grand reproche de ma fainéantise, j'aurais souhaité qu'elle s'occupât de moi aussi souvent que de lui. Malgré cette jalousie qu'il me donnait, j'avais pour lui plus d'égard que pour mes autres camarades, parce qu'il était des plus faibles et moi des plus forts. D'ailleurs, si je ne l'avais soutenu, Brulette m'en aurait beaucoup blâmé, et quand je lui disais qu'elle l'aimait plus que moi qui étais son parent, « Ce n'est point à cause de lui, disait-elle, c'est à cause de sa mère que j'aime plus que vous deux. S'il prenait du mal, je n'oserais point rentrer à la maison, et comme il ne pense jamais à ce qu'il fait, elle m'a tant enchargé de penser pour deux que je tâche de n'y point manquer. J'entends souvent dire aux bourgeois, « J'ai fait mes études avec un tel, c'est mon camarade de collège. » Nous autres paysans, qui n'allions pas même à l'école dans mon jeune temps, nous disons, « J'ai été au catéchisme avec un tel, c'est mon camarade de communion. » C'est de là que commencent les grandes amitiés de jeunesse, et quelquefois aussi des haïtions qui durent toute la vie. Au champ, au travail, dans les fêtes, on se voit, on se parle, on se prend, on se quitte. Mais, au catéchisme, qui dure 1 an et souvent 2, faut se supporter ou s'entraider 5 ou 6 heures par jour. Nous partions en bande le matin à travers les prés et les pâtureaux, par les traquettes, par les échaliers, par les traînes, et nous revenions, le soir, par où il plaisait à Dieu, car nous profitions de la liberté pour courir de tous côtés comme des oiseaux folâtres. Ceux qui se plaisaient ensemble ne se quittaient guère. Ceux qui n'étaient point gentils allaient seuls ou s'entendaient ensemble pour faire des malices et des peurs aux autres. Joseph avait sa manière, qui n'était ni terrible ni sournoise, mais qui n'était pas non plus bien aimable. Je ne me souviens point de l'avoir jamais vu bien réjoui, ni bien épeuré, ni bien content, ni bien fâché d'aucune chose qui nous arrivait. Dans les batailles, il ne se mettait point de côté et recevait les coups sans savoir les rendre, mais sans faire aucune plainte. On eût dit qu'il ne les sentait pas. Quand on s'arrêtait pour quelque amusette, il s'en allait soir ou coucher à 3 ou 4 pas des autres, et ne disant mot, répondant hors de propos, il avait l'air d'écouter ou de regarder quelque chose que les autres ne saisissaient point. C'est pourquoi il passait pour être de ceux qui voient le vent. Brulette, qui connaissait sa lubie et qui ne voulait pas s'expliquer là-dessus, l'appelait quelquefois sans qu'il lui répondît. Alors elle se mettait à chanter, et c'était la manière certaine de le réveiller, comme quand on siffle pour dérouter ceux qui ronflent.
Vous dire pourquoi je me pris d'attache pour un camarade si peu jovial, je ne saurais, car j'étais tout son contraire. Je ne me pouvais point passer de compagnie, et j'allais toujours écoutant et observant les autres, me plaisant à discourir et à questionner, m'ennuyant seul et cherchant la gaieté et l'amitié. C'est peut-être à cause de ça que, plaignant ce garçon sérieux et renfermé, je m'accoutumais à imiter Brulette, qui toujours le secouait, et, par là, lui rendait plus d'office qu'elle n'en recevait, et supportait son humeur plus qu'elle ne la gouvernait. En parole, elle était bien la maîtresse avec lui. Mais comme il ne savait suivre aucun commandement, c'était elle, et c'était moi par contre-coup, qui étions à sa suite et patientions avec lui. Enfin le jour de la première communion arriva, et, en revenant de la messe, j'avais fait si ferme propos de ne me point laisser aller à mes vacarmes, que je suivis Brulette chez son grand-père, comme le plus raisonnable exemple qui me put retenir. Tandis qu'elle allait, par commandement de la mariton, tirer le lait de sa chèvre, nous étions restés, Joseph et moi, dans la chambre où mon vieux oncle causait avec sa voisine. Nous étions occupés à regarder les images de dévotion que le curé nous avait données en souvenir du sacrement, ou, pour mieux dire, je les regardais seul, car Joseph songeait d'autre chose, et les maniait sans les voir. Or, on ne faisait plus attention à nous, et la mariton disait à son vieux voisin, à propos de notre première communion, « Voilà une grande affaire gagnée, et, à cette heure, je pourrais louer mon gain. C'est ce qui me décide à faire ce que je vous ai dit. » Et comme mon oncle secouait la tête tristement, elle reprit. « Écoutez une chose, voisin, mon Joset n'a point d'esprit. Oh, ça, tant pis, je le sais bien. Il tient de défunt son pauvre cher homme de père, qui n'avait pas 2 idées par chaque semaine, et qui n'en a pas moins été un homme de bien et de conduite. Mais c'est tout de même une infirmité que d'avoir si peu de suite dans le raisonnement. Et quand, par malheur avec ça, on tombe dans le mariage avec une tête folle, tout va au plus mal en peu de temps. C'est pourquoi je m'avise, à mesure que mon garçon grandit par les jambes, que ce n'est point sa cervelle qui le nourrira, et que, si je lui laissais quelques écus, je mourrais plus tranquille. Vous savez le bien que fait une petite épargne. Dans nos pauvres ménages, ça sauve tout. Je n'ai jamais pu rien mettre de côté, et il faut croire que je ne suis plus assez jeune pour plaire, puisque je ne trouve point à me remarier. Eh bien, s'il en est ainsi, la volonté de Dieu se fasse. Je suis toujours assez jeune pour travailler, et puisque m'y voilà, apprenez, mon voisin, que l'aubergiste de Saint-Chartier cherche une servante. Il paye un bon gage, 30 écus par an, et il y a les profits qui montent environ à la moitié. Avec ça, forte et réveillée comme je me sens d'être, en 10 années j'aurais fait fortune, je me serais donné de l'aise pour mes vieux jours, et j'en pourrais laisser à mon pauvre enfant. Qu'est-ce que vous en dites? Le père Brulet pensa un peu et répondit. Vous avez tort, ma voisine. Vrai, vous avez tort. La mariton songea aussi un peu, et, comprenant bien l'idée du vieux, sans doute, dit-elle. Une femme dans une auberge de campagne est exposée au blâme, et quand même elle se comporte sagement, on n'y croit point. Pas vrai, voilà ce que vous dites. Eh bien, que voulez-vous? Ça m'ôtera tout à fait la chance de me remarier. Mais ce qu'on souffre pour ses enfants, on ne le regrette point, et mêmement on se réjouit quasiment des peines. C'est qu'il y a pis que des peines, dit mon oncle. Il y a des hontes, et ça retombe sur les enfants. La mariton soupira. Oui, dit-elle, on est journellement exposé à des affronts dans ces maisons-là. Il faut toujours se garer, se défendre. Si on se fâche trop et que ça repousse la pratique, les maîtres ne sont point contents. Mêmement, dit le vieux, il y en a qui cherchent des femmes de bonne mine et de belle humeur comme vous pour achalander leur cave, et il ne faut quelquefois qu'une servante bien hardie pour qu'un aubergiste fasse de meilleures affaires que son voisin. Savoir, reprit la voisine, on peut être gai, accorte et preste à servir le monde, sans se laisser offenser. On est toujours offensé en mauvaises paroles, dit le père Brulet, et ça doit coûter gros à une honnête femme de s'habituer à ces manières-là. Songez donc comme votre fils en sera mortifié quand, par rencontre, il entendra sur quel ton les rouliers et les colporteurs plaisanteront avec sa mère. Par bonheur qu'il est si simple, répondit la mariton en regardant Joseph. Je le regardai aussi, et m'étonnai qu'il n'entendît rien du discours que sa mère ne tenait point à voix si basse que je n'eusse ramassé le tout, et j'en augurai qu'il écoutait gros, comme nous disions dans ce temps-là, pour signifier une personne dure de ses oreilles. Il se leva bientôt, et s'en fut joindre Brulette en sa petite bergerie, qui n'était qu'un pauvre hangar en planches rembourré de paille,
où elle tenait un lot d'une douzaine de bêtes. Il s'y jeta sur les bourrées, et comme je l'avais suivi, par crainte d'être jugé curieux si je restais sans lui à la maison, je vis qu'il pleurait en dedans, encore que ses yeux n'eussent point de larmes. Est-ce que tu dors, Joset lui dit Brulette, que te voilà couché comme une ouaille malade? Allons, donne-moi ces fagots où te voilà étendu, que je fasse manger la feuille à mes moutons. Et ce faisant, elle se prit à chanter. Mais tout doucement, car il ne convient guère de brailler un jour de première communion. Il me parut que son chant faisait sur Joseph l'effet accoutumé de le retirer de ses songes. Il se leva et s'en fut, et Brulette me dit « Qu'est-ce qu'il a? Je le trouve plus sot que d'accoutumance. » Je crois bien, lui répondis-je, qu'il a fini par entendre qu'il va être loué et quitter sa mère. Il s'y attendait bien, reprit Brulette. N'est-ce pas dans l'ordre qu'il entre en condition, sitôt le sacrement reçu? Si je n'avais le bonheur d'être seul enfant à mon grand-père, il me faudrait bien aussi quitter la maison et gagner ma vie chez les autres. Brulette ne me parut pas avoir grand regret de se séparer de Joseph. Mais quand je lui eus dit que la Mariton allait se louer aussi et demeurer loin d'elle, elle se prit à sangloter, et, courant la trouver, elle lui dit en lui jetant ses bras au cou « Est-ce vrai, ma mignonne, que vous voulez me quitter ?» « Qui te dit cela ?» répondit la Mariton. « Ce n'est point encore décidé. »« Si fait, s'écria Brulette. Vous l'avez dit et me le voulez tenir caché. »« Puisqu'il y a des gars curieux qui ne savent point retenir leur langue, dit la voisine en me regardant, il faut donc que je te le confesse. Oui, ma fille, il faut que tu t'y soumettes comme un enfant courageux et raisonnable qui a donné aujourd'hui son âme au bon Dieu. »« Comment, mon papa, dit Brulette à son grand-père, vous êtes consentant de la laisser partir? Qui est-ce qui aura donc soin de vous? »« Toi, ma fille, répondit la Mariton. Te voilà assez grande pour suivre ton devoir. Écoute-moi, et vous aussi, mon voisin, car voilà la chose que je ne vous ai point dite. » Et, prenant la petite sur ses genoux, tandis que j'étais dans les jambes de mon oncle, son air chagrin m'ayant attiré à lui, la Mariton continua à raisonner pour l'un et pour l'autre. « Il y a longtemps, dit-elle, que, sans l'amitié que je vous devais, j'aurais eu tout profit à vous payer pension pour mon Joseph, que vous m'auriez gardé, tandis que j'aurais amassé, en surplus, quelque chose au service des autres. Mais je me suis senti engagé à t'élever, jusqu'à ce jour, ma Brulette, parce que tu étais la plus jeune, et parce qu'une fille a besoin plus longtemps d'une mère qu'un garçon. Je n'aurais point eu le cœur de te laisser avant le temps où tu te pouvais passer de moi. Mais voilà que le temps est venu, et si quelque chose te doit reconsoler de me perdre, c'est que tu vas te sentir utile à ton grand-père. Je t'ai appris le ménagement d'une famille et tout ce qu'une bonne fille doit savoir pour le service de ses parents et de sa maison. Tu t'y emploieras pour l'amour de moi et pour faire honneur à l'instruction que je t'ai donnée. Ce sera ma consolation et ma fierté d'entendre dire à tout le monde que ma Brulette soigne dévotieusement son grand-père et gouverne son avoir comme ferait une petite femme. Allons, prends courage, et ne me retire pas le peu qui m'en reste, car si tu as de la peine pour cette départie, j'en ai encore plus que toi. Songe que je quitte aussi le père Brulet, qui était pour moi le meilleur des amis, et mon pauvre Joset, qui va trouver sa mère et votre maison bien à dire. Mais puisque c'est par le commandement de mon devoir, tu ne m'en voudrais point détourner. Brulette pleura encore jusqu'au soir, et fut hors d'état d'aider la Mariton en quoi que ce soit. Mais, quand elle la vit cacher ses larmes tout en préparant le souper, elle se jeta encore à son cou, lui jura d'observer ses paroles, et se mit à travailler aussi d'un grand courage. On m'envoya quérir Joseph qui oubliait, non pour la première fois ni pour la dernière, l'heure de rentrer et de faire comme les autres. Je le trouvai en un coin, songeant tout seul et regardant la terre, comme si ses yeux y eussent voulu prendre racine. Contre sa coutume, il se laissa arracher quelques paroles où je vis plus de mécontentement que de regret. Il ne s'étonnait point d'entrer en service, sachant bien qu'il était en âge et ne pouvait faire autrement. Mais, sans marquer qu'il eût entendu les desseins de sa mère, il se plaignit de n'être aimé de personne et de n'être estimé capable d'aucun bon travail. Je ne le pus faire expliquer davantage, et, durant la veillée, où je fus retenu pour faire mes prières avec Brulette et lui, il parut bouder, tandis que Brulette redoublait de soins et de caresses pour tout son monde. Joseph fut loué au domaine de l'Aulnières, chez le père Michel, en office de Boiron. La Mariton entra comme servante à l'auberge du Bœuf Couronné, chez Benoît, de Saint-Chartier. Brulette resta auprès de son grand-père, et moi chez mes parents, qui, ayant un peu de bien,
ne me trouvèrent pas de trou pour les aider à le cultiver. Mon jour de première communion m'avait beaucoup secoué les esprits. J'y avais fait de gros efforts pour me ranger à la raison qui convenait à mon âge, et le temps du catéchisme avec Brulette m'avait changé aussi. Son idée se trouvait toujours mêlée, je ne sais comment, avec celle que je voulais donner au bon Dieu, et, tout en mûrissant à la sagesse dans ma conduite, je sentais ma tête s'en aller en des folletés d'amour qui n'étaient point encore de l'âge de ma cousine, et qui, mêmement pour le mien, devançaient un peu trop la bonne saison. Dans ce temps-là, mon père m'emmena à la foire d'Orval, du côté de Saint-Amand, pour vendre une jument poulinière, et, pour la première fois de ma vie, je fus 3 jours absent de la maison. Ma mère avait observé que je n'avais pas tant de sommeil et d'appétit qu'il m'en fallait pour soutenir mon croît, lequel était plus hâtif qu'il n'est d'habitude en nos pays, et mon père pensait qu'un peu d'amusement me serait bon. Mais je n'en pris pas tant, à voir du monde et des endroits nouveaux, comme j'en aurais eu 6 mois auparavant. J'avais comme une languisson sotte qui me faisait regarder toutes les filles sans oser leur dire un mot. Et puis, je songeais à Brulette, que je m'imaginais pouvoir épouser, par la seule raison que c'était la seule qui ne me fît point peur, et je ruminais le compte de ces années et des miennes, ce qui ne faisait pas marcher le temps plus vite que le bon Dieu ne l'avait réglé à son horloge. Comme je revenais en croupe derrière mon père, sur une autre jument que nous avions achetée à la foire, nous fîmes rencontre, en un chemin creux, d'un homme entre les 2 âges qui conduisait une petite charrette, très chargée de mobilier, laquelle, n'étant traînée que d'un âne, restait embourbée et ne pouvait faire un pas de plus. L'homme était en train d'allégir le poids, en posant sur le chemin une partie de son chargement, ce que voyant mon père, « Descends, me dit-il, et secourons le prochain dans l'embarras. » L'homme nous remercia de notre offre, et, comme parlant à sa charrette, « Allons, petite, éveille-toi, dit-il. J'aime autant que tu ne risques point de verser. » Alors je vis se lever, de dessus un matelas, une jolie fille qui me parut avoir 15 ou 16 ans, à première vue, et qui demanda, en se frottant les yeux, ce qu'il y avait de nouveau. « Il y a que le chemin est mauvais, ma fille, dit le père en la prenant dans ses bras. Viens, et ne te mets point les pieds dans l'eau, car vous saurez, dit-il à mon père, qu'elle est malade de fièvre pour avoir poussé trop vite en hauteur. Voyez quelle grande vigne folle pour une enfant d'11 ans et demi. Vrai Dieu, dit mon père, voilà un beau brin de fille, et jolie comme un jour, encore que la fièvre l'ait blêmie. Mais ça passera, et avec un peu de nourriture, ça ne sera pas d'une mauvaise défaite. Mon père, parlant ainsi, avait la tête encore remplie du langage des maquignons en foire. Mais, voyant que la jeune fille avait laissé ses sabots sur la charrette, et qu'il n'était point aisé de les y retrouver, il m'appela, disant « Tiens, toi, tu es bien assez fort pour tenir cette petite un moment. » Et, la mettant dans mes bras, il attela notre jument à la place de l'âne bourdi, et sortit la charrette de ce mauvais pas. Mais il y en avait un second, que mon père connaissait pour avoir suivi plusieurs fois le chemin, et, me faisant appel de continuer, il marcha en avant avec l'autre paysan qui tirait son âne par les oreilles. Je portais donc cette grande fillette, et la regardais avec étonnement, car si elle avait la tête de plus que Brulette, on voyait bien, à sa figure, qu'elle n'était pas plus vieille. Elle était blanche et menue comme un flambeau de cire vierge, et ses cheveux noirs, débordant d'un petit bonnet en mode étrangère, qui s'était dérangé dans son sommeil, me tombaient sur la poitrine et me pendaient quasiment jusqu'aux genoux. Je n'avais jamais rien vu de si bien achevé que son visage pâle, ses yeux bleu clair, bordés de soie très épaisse, son air doux et fatigué, et mêmement un signe tout à fait noir qu'elle avait au coin de la bouche, et qui rendait sa beauté très étrange et difficile à oublier. Elle semblait si jeune que mon cœur ne me disait rien à côté du sien, et ce n'était peut-être pas tant son manque d'années que la longueur de sa maladie, qui me la faisait paraître si enfant. Je ne lui parlais point, et marchais toujours sans la trouver lourde, mais ayant du plaisir à la regarder, comme on en sent devant toute chose belle, que ce soit fille ou femme, fleur ou fruit. Comme nous approchions de la seconde gâne, où son père et le mien recommençaient, l'un à tirer son cheval, l'autre à pousser sa roue, la fillette me parla en un langage qui me fit rire, vu que je n'en comprenais pas un mot. Elle s'étonna de mon étonnement, et me parlant alors comme nous parlons, « Ne vous ruinez pas le corps à me porter, dit-elle, je marcherai bien sans sabots, j'y suis aussi habituée que les autres. »« Oui, mais vous êtes malade, que je lui répondis, et j'en porterai bien 4 comme vous.
Mais de quel pays êtes-vous donc, que vous parliez si drôlement tout à l'heure? De quel pays? dit-elle. Je ne suis pas d'un pays. Je suis des bois, voilà tout. Et vous, de quel pays que vous êtes donc? Oh, ma fine, si vous êtes des bois, je suis des blés, que je lui répondis en riant. J'allais cependant la questionner davantage quand son père vint me la reprendre. Allons, fit-il, après avoir donné une poignée de main à mon père, en vous remerciant, mes braves gens. Et toi, petite, embrasse donc ce bon garçon qui t'a porté comme une chasse. La fillette ne se fit point prier. Elle n'était pas encore dans l'âge de la honte, et n'y entendant pas malice, elle n'y faisait point de façon. Elle m'embrassa sur les 2 joues, en me disant « Merci à vous, mon beau serviteur !» Et, passant au bras de son père, elle fut remise sur son matelas et parut pressée de reprendre son somme, sans aucun souci des cahots et des aventures du chemin. « Encore adieu, nous dit son père, qui me prit le genou pour me replacer en croupe sur la jument. Un beau garçon, fit-il à mon père, en me regardant, et aussi avancé dans l'âge que vous dites qu'il a, que ma petite dans le sien. Il se sent bien aussi un peu d'en être malade, répondit mon père, mais, le bon Dieu aidant, le travail guérira tout. Excusez-nous si nous prenons les devants, nous allons loin et voulons arriver chez nous devant la nuit. Là-dessus, mon père talonna notre monture, qui prit le trot, et moi, me retournant, je vis que l'homme à la charrette coupait sur la droite, et s'en allait à l'encontre de nous. Je pensais bientôt à autre chose, mais Brulette m'étant revenue dans la tête, je songeai au franc baiser que m'avait donné cette petite fille étrangère, et me demandai pourquoi Brulette répondait par des tapes à ceux que je lui voulais prendre. Et comme la route était longue et que je m'étais levé avant jour, je m'endormais derrière mon père, mêlant, je ne sais comment, les figures de ces 2 fillettes dans ma tête embrouillée de fatigue. Mon père me pinçait pour me réveiller, car il me sentait lui peser sur les épaules et craignait de me voir tomber. Je lui demandai qui étaient ces gens que nous avions rencontrés. Qui, fit-il, en se moquant de mes esprits alourdis, nous avons rencontré plus de 500 mondes depuis ce matin. 7 ânes et 7 charrettes? Ah bon, dit-il. Ma foi, je n'en sais rien. Je n'ai pas songé à m'en enquérir. Ça doit être des marchois ou des champenois, car ça a un accent étranger. Mais j'étais si occupé de voir si cette jument a un bon coup de collier que je ne me suis point intéressé à autre chose. De vrai, elle tire bien et n'est point rétive à la peine. Je crois qu'elle fera un bon service et que décidément je ne l'ai point surpayée. Depuis ce temps-là, le voyage m'avait sans doute été bon, je pris le dessus et commençai à avoir goût au travail. Mon père m'ayant donné le soin de la jument, et puis celui du jardin, enfin celui du pré, je trouvais, petit à petit, de l'agrément à bêcher, planter et récolter. Mon père était veuf depuis longtemps, et se montrait désireux de me mettre en jouissance de l'héritage que ma mère m'avait laissé. Il m'intéressait donc à tous nos petits profits, et ne souhaitait rien tant que de me voir devenir bon cultivateur. Il ne fut pas longtemps sans reconnaître que je mordais à belles dents dans ce pain-là, car si la jeunesse a besoin d'un grand courage pour se priver de plaisir au profit des autres, il ne lui en faut guère pour se ranger à ses propres intérêts, surtout quand ils sont mis en commun avec une bonne famille, bien honnête dans les partages et bien d'accord dans le travail. Je restais bien un peu curieux de causette et d'amusement le dimanche, mais on ne me le reprochait point à la maison, parce que j'étais bon ouvrier tout à fait le long de la semaine. Et, à ce métier-là, je pris belle santé et belle humeur, avec un peu plus de raison dans la tête que je n'en avais annoncé au commencement. J'oubliais les fumées d'amour, car rien ne rend si tranquille comme de suer sous la pioche du lever au coucher du soleil. Et quand vient la nuit, ceux qui ont eu affaire à la terre grasse et lourde de chez nous, qui est la plus rude maîtresse qu'il y ait, ne s'amusent pas tant à penser qu'à dormir pour recommencer le lendemain. C'est de cette manière que j'attrapais tout doucement l'âge où il m'était permis de songer, non plus aux petites filles, mais aux grandes. Et, de même qu'aux premiers éveils de mon goût, je retrouvais encore ma cousine Brulette plantée dans mon inclination, avant toutes les autres. Restée seule avec son grand-père, Brulette avait fait de son mieux pour devancer les années par sa raison et son courage. Mais il y a des enfants qui naissent avec le don ou le destin d'être toujours gâtés. Le logement de la Mariton avait été loué à la mère Lamouche, de Vieilleville, qui n'était point à son aise et qui se dépêcha de servir les Brulets comme si elle eût été à leur gage, espérant par là être écoutée quand elle remontrerait ne pouvoir payer les 10 écus de sa locature. C'est ce qui arriva, et Brulette, se voyant aidée, devancée et flattée en toutes choses par cette voisine,
prit le temps et l'aise de pousser en esprit et en beauté, sans se trop fouler l'âme ni le corps. Fin de la première veillée.